Bonsoir. Le mois dernier, plus de 104 000 personnes ayant traversé illégalement la frontière entre le Mexique et les États-Unis ont été arrêtées. C'est un chiffre élevé, mais en baisse de 28% par rapport au mois de mai où les arrestations étaient de l'ordre de 140 000. Ces derniers mois, le nombre de migrants qui se sont rendus aux autorités américaines à la frontière a explosé. Les services de l'immigration disent être débordés par cette arrivée massive, tandis que les conditions de détention de ces migrants ont provoqué un vif débat politique ici aux États-Unis et des passes d'armes entre les démocrates et le président Donald Trump. Mais la haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme s'y est mêlée. Cette semaine, Michelle Bachelet s'est dite choquée par les conditions de détention des migrants aux États-Unis, soulignant par ailleurs que les enfants ne devraient jamais être séparés de leur famille. Bienvenue à tous, Abdourahmane Dia avec vous pour ce nouveau numéro de Washington Forum. Donc, les États-Unis, la majorité des migrants traversant la frontière sud pour entrer ici aux États-Unis sont souvent originaires de pays d'Afrique centrale, minés par des crises politiques ou des défis sécuritaires. Beaucoup affirment fuir la violence de gangs armés. Mais on voit aussi de plus en plus d'Africains qui passent par des pays d'Amérique centrale pour eux aussi tenter l'aventure américaine. Un voyage long et périlleux. Azuma Compaoré s'est récemment rendu au Texas pour en rencontrer quelques-uns et voici son reportage. Début juin, la ville de San Antonio s'est réveillée un matin avec des dizaines de bus débarquant des migrants d'Afrique centrale en plein centre-ville. Une situation inédite face à laquelle les responsables municipaux ont dû réagir rapidement et de manière stratégique. À partir du 30 mars, la ville de San Antonio s'est associée à nos partenaires à but non lucratif pour faire face à une augmentation sans précédent du nombre de demandeurs d'asile arrivant à San Antonio en route pour leur destination finale. Nous avons aidé plus de 1600 personnes et un peu plus de 350 d'entre elles étaient d'Afrique centrale. Les demandeurs d'asile de la République démocratique du Congo et de l'Angola ont déclaré fuir l'extrême pauvreté et la violence. Après avoir atterri au Brésil ou en Équateur, ils entament une nouvelle étape de leur voyage qui s'avère particulièrement périlleuse. En bus et à pied, ils entreprennent un périple de plusieurs mois à travers la jungle colombienne, les pays d'Amérique centrale et le Mexique. Pompon, 34 ans, est originaire de la RDC. La traversée de la forêt d'Ariane entre la Colombie et le Panama le hante toujours. À chaque fois, quand je m'assois comme ça, je vois dans mes pensées seulement la forêt, ça revient chaque fois. Marcelo, 27 ans, a failli perdre sa femme et son enfant. On traversait pour aller de l'autre côté. Ma femme était tombée dans l'eau. Elle était avec mon enfant au dos. J'avais cru qu'elle allait mourir ou l'enfant pouvait mourir. J'avais loué, elle m'a dit quand je l'ai retrouvé vivant. En début d'année, l'administration du président Trump a commencé à mettre en œuvre la politique restée au Mexique, un point essentiel du plan du gouvernement visant à réglementer l'immigration à la frontière sud. D'après ce que certains de nos clients nous disent, ils reçoivent un numéro. Puis, environ 30 à 45 jours plus tard, un agent de la patrouille des frontières vient les chercher dans le refuge où ils sont, pour enfin traiter leur cas. Par conséquent, des milliers de personnes sont à court de patience en raison de la lenteur du processus. Félix, un autre immigrant de la RDC, a déclaré que beaucoup d'entre eux traversaient le fleuve Rio Grande pour se rendre aux États-Unis. Si vous traversez seulement la rivière, donc vous êtes déjà aux États-Unis. C'est comme s'ils ont mis des radars dans l'eau. Vous allez voir les patrons américains, Border Patrol. Ils arrivent avec même les sauvetages. Nous en avons eu qui traversaient avec des chambres à air, des piscines gonflables, des matelas pneumatiques, des radeaux et parfois sans aucun dispositif de flottaison. Et bien souvent, ils ne savent pas nager. C'est pourquoi nous avons constaté une augmentation considérable du nombre de sauvetages et des décès par noyade. Le chef d'agence de patrouille, Raoul Ortiz, dirige le secteur de Del Rio.
l'un des 20 secteurs frontaliers des États-Unis. Il est directement responsable de la sécurisation d'environ 336 km de la zone frontalière entre les États-Unis et le Mexique et compte environ 1400 agents de patrouille des frontières. Une chose qui nous a vraiment interpellés ces dernières années, c'est le nombre de cellules familiales que nous avons en détention. Nous avons affaire à des familles, mais nos installations traditionnelles sont plutôt conçues pour recevoir des hommes et des femmes adultes. L'étape du voyage terminée, tous, à l'image de Niclette, n'ont qu'un seul rêve. Mon rêve est que Dieu me bénisse et que j'ai mes papiers et que je travaille. C'est ça mon rêve. Et je veux que mes enfants étudient et qu'ils aient les papiers américains et qu'ils soient en règle. Je voudrais être bien dans ce pays. Les demandeurs d'asile ne sont pas autorisés à travailler sans avoir reçu la carte d'autorisation de travail, mais cela peut prendre jusqu'à 6 mois. Dans l'intervalle, ils dépendent principalement des dons d'église ou d'aides spéciales de municipalités, comme à Portland dans le Maine, où la majorité des immigrants congolais arrivés à San Antonio en juin ont décidé de se rendre pour poursuivre leur demande d'asile. Voilà, et pour le débat, nous avons 3 invités. Et justement, Arzouma Komparé, bonsoir. Bonsoir. Merci pour cet excellent reportage. Vous êtes journaliste ici à VOA Afrique. Nous avons également Mia Jacobs de l'Organisation américaine des droits civiques, ACLU, qui est dans nos studios de New York. Nous avons Claire Thomas, directrice de la clinique d'asile de New York Law School, également professeure à New York Law School. Elle est avec nous au téléphone depuis Guadalajara, au Mexique. Merci à tous d'être avec nous pour ce débat. Alors, Arzouma, vous avez visité la frontière à 2 reprises en l'espace d'1 an. Qu'est-ce qui a changé pour vous? Alors, c'est plutôt en l'espace de 2 ans. C'était en 2017. Et la principale chose que l'on peut noter, c'est ce que les agents à l'immigration nous disent, c'est que le nombre de familles qui se présentent au port d'entrée, en tout cas pour demander l'asile, a beaucoup augmenté. À part cela, la plupart du temps, c'est vraiment la quantité de ressortissants d'Afrique centrale qu'on a vu constamment en fait évoluer. La tendance reste la même, en tout cas, pour les autres immigrants qui viennent toujours pour demander l'asile. Alors, la particularité, ce sont ces migrants d'Afrique centrale venus en masse dernièrement. Tout à fait. En tout cas, quelques centaines. Hein? Tout à fait. D'accord. Alors, Mia Jacobs, sur cette crise à la frontière, votre organisation ACLU s'est beaucoup prononcée, mais c'est surtout la question de la séparation des familles qui a provoqué votre indignation. Sentez-vous que c'est un débat que vous êtes en train de gagner, Mia? Pour la séparation des familles? Oui. Oui, donc, premièrement, il ne faut pas séparer les familles. Donc, le problème, c'est que la politique de tolérance zéro obligeait la police à frontière à séparer les enfants de leurs parents incarcérés avant d'être jugés. Et au moins de 2000 enfants et jeunes migrants auraient été séparés de leur famille et ils sont encore séparés de leur famille. Donc, l'administration a choisi de traiter le passage de la frontière comme dans cette façon et de poursuivre les migrants comme criminels. Donc, la ACLU a intenté un procès à la gouvernement pour cette séparation des familles et la Cour a mandaté que toutes les familles seront être réunies. Mais encore, il n'avait pas encore réuni toutes les familles, donc sa lutte continue. D'accord. Claire Thomas, vous qui êtes de l'autre côté de la frontière, au Mexique, vous avez visité des centres d'accueil de migrants. Des membres du Congrès américain qui se sont rendus récemment dans les centres de détention côté américain se sont en fait indignés des conditions de vie. Vous, qu'est-ce que vous avez constaté là où vous êtes? Voilà, donc bonjour, bonsoir à tous. Moi, je suis à Guadalajara, c'est au Mexique, c'est une ville au Mexique et c'est
tout près de la traîne. Et il y a beaucoup de demandeurs d'asile, des migrants qui prennent le train pour aller aux États-Unis parce que les chauffeurs du bus demandent les pièces d'identité maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de changements ici au Mexique. Avec la garde nationale, il y a des milliers de soldats au Mexique, au nord et au sud, avec la frontière de Guatemala también. Bon, ici à Guadalajara, il y a les centres de refuge des migrants. Et il y a les centres qui sont très bien, qui sont privés, voilà. Et c'est pour les migrants qui prennent le train et ils sont au sommet du train. Et dans les centres, il y a du monde. La majorité des gens sont de l'Amérique centrale, mais il y a aussi des personnes africaines, haïtiennes et aussi des autres pays du monde. Est-ce que les Africains sont assez nombreux là-bas, Claire? Ici à Guadalajara, non. Ils ne sont pas très nombreux parce que normalement, ils prennent un autre train pour aller aux États-Unis ou les bus, ça dépend. Mais il y a moins de personnes cette semaine ici à Guadalajara parce que la garde nationale du Mexique a commencé à fermer la frontière avec Guatemala. Donc, on va voir dans les semaines qui suivent. D'accord. Alors, Mia, malgré le discours assez dur, assez musclé de l'administration Trump contre l'immigration clandestine, il y a toujours un flux massif de migrants. Pour vous, qu'est-ce qu'il explique? Donc, la CLU, on pense qu'il y a des conditions dans leur pays en Latine-Amérique qui sont très dures. Oui, les pays d'origine, ils sont très difficiles. La vie est dure là, mais il faut clarifier, oui, que demander l'asile, c'est un droit légal. Donc, n'importe quoi passe dans le pays d'origine et si l'administration pense que ces raisons pour demander l'asile sont justes ou non, demander l'asile, c'est un droit légal. Il faut au moins qu'on les entende, selon la loi. Oui. Absolument. Alors, Arjuma, ces migrants que vous avez rencontrés sur place, ils ont raconté des histoires assez poignantes. En dépit de ce que certains considèrent comme une politique anti-immigration de cette administration, le rêve américain est toujours très vivant. C'est quoi leur trajet et qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors, le trajet est assez linéaire. Après avoir atterri la plupart du temps au Brésil, ils remontent par la Colombie, le Panama, le Costa Rica, le Nicaragua. Ensuite, je pense, il y a avant d'arriver au Guatemala et au Mexique. Donc, c'est vraiment un trajet linéaire. Le danger, ou en tout cas la difficulté, c'est vraiment de faire face à tous les gangs qui infestent les régions, la traversée. Pourquoi la RDC et l'Angola et un peu le Cameroun? C'est difficile à dire. On a tendance à croire que l'Angola, le Congo et l'Angola, en fait, partagent un peu la même frontière. Et comme ils parlent le portugais, arriver au Brésil, c'est plus ou moins facile. On nous parlerait aussi de facilité d'obtention de visas. Mais je peux dire aussi que pour tous ceux qui viennent, c'est difficile de dire qu'il y a... Vous m'avez demandé qu'est-ce qu'ils nous disent. Ils veulent vraiment trouver le moyen d'arriver ici, coûte que coûte. Et donc, ils vont suivre en fait tous les voies et moyens qui leur permettent de faire ça. Sur la base de vos observations, est-ce que vous avez le sentiment que c'est un réseau organisé ou bien? C'est difficile à dire, mais de ce qu'on entend en tout cas, tout le monde a besoin d'un téléphone. Parce que le téléphone, c'est un outil stratégique. C'est grâce à ce téléphone que vous recevez des informations sur les différentes zones, les différents trajets en fait, à suivre. Donc avec par exemple des applications comme WhatsApp, ils arrivent à laisser des messages vocaux pour les autres, pour leur dire si vous passez par cette zone, il y a des bandits ici, il y a la frontière ici. Et donc c'est un peu comme ça que les gens, en tout cas ce qu'ils nous disent, ils arrivent à s'organiser pour traverser toute cette zone. D'accord. Alors Claire Thomas, les États-Unis et le Mexique ont récemment conclu un accord qui prévoit, entre autres, que les demandeurs d'asile fassent des procédures au Mexique. Cette politique qu'on appelle « Remain in Mexico » ou « Rester au Mexique », comment est-ce qu'elle se manifeste sur place?
Ah, ok. Ça, c'est quelque chose, à mon avis, c'est horrible. C'est le fait que après avoir fait une demande d'asile aux États-Unis, bon, le premier étage de faire cette étape, ça s'appelle une entrevue de peur. Et après ça, d'aller au Mexique et d'attendre pour... quelquefois, c'est à 3 ou 4 meses avant, 3 ou 4 mois avant d'avoir une audience avec une juge en San Diego ou dans les autres villes ici au sud des États-Unis. Voilà. Donc, le problème, c'est pas le devoir, c'est pas la responsabilité du Mexique de prendre soin de tous ces immigrants. Il y a plus de 10 000 personnes et qui ne veulent pas rester au Mexique parce que les pays à ses propres problèmes. Tout près de la frontière, il y a beaucoup de violence, il n'y a pas assez de place à dormir, il n'y a rien à manger. Et ensuite, au début, les demandeurs d'asile n'ont pas le droit de travailler au Mexique. Donc, c'est comme une crise qui va continuer et c'est dur pour eux à trouver des avocats aussi. Parce que les avocats aux États-Unis... L'assistance légale est un vrai problème. Oui, c'est un problème. D'accord. Alors, Mia, vous pensez que cette politique qui veut que les demandeurs d'asile restent au Mexique, ou tout au moins dans leur pays d'origine, est-ce une bonne chose pour vous? Non, pas du tout. Traditionnellement, les demandeurs d'asile restent aux États-Unis pendant l'examen de leur dossier. Mais sous cette politique, les demandeurs d'asile sont renvoyés, comme on a dit, au Mexique. Et la menace de la violence et l'instabilité aux demandeurs d'asile est bien connue. En fait, le département d'État aux États-Unis a noté la violence aux demandeurs d'asile à la frontière. C'est un des premiers problèmes de droits de l'homme à la frontière mexicaine. Donc, c'est pas nécessaire et c'est pas bon du tout. D'accord. Alors, merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Abdurrahman Dia à la présentation. Je rappelle nos invités, Arzouma Compaoré, mon confrère ici à La Voix de l'Amérique, qui était récemment à la frontière États-Unis-Mexique. Merci d'être avec nous. Nous avons également Mia Jacob de l'Organisation américaine des libertés civiques, ACLU, qui est dans nos studios de New York. Et au téléphone, Claire Thomas, directrice de la clinique d'asile de la New York Law School et également professeure à New York Law School. Elle est avec nous au téléphone donc depuis Guadalajara au Mexique. Les conditions de vie précaires dans les centres de détention de migrants à la frontière États-Unis-Mexique font polémique depuis quelque temps. Les détenus doivent souvent défendre leur dossier de demande d'asile pendant leur détention. Toutefois, ils peuvent être autorisés à poursuivre leur procédure hors des centres s'ils sont en mesure de prouver l'existence d'une personne ou d'une organisation prête à se porter garante pour eux. Dans l'État du Texas, le centre d'accueil Casa Marianela accompagne depuis plus de 30 ans les demandeurs d'asile dans leur premier pas aux États-Unis. C'est encore un reportage d'Arzouma Compaoré. Contrairement aux abris temporaires pour sans domicile fixe des villes, le centre d'accueil pour immigrants Casa Marinela est un véritable havre de paix pour immigrants. C'est le seul refuge pour sans-abri à Austin, dans le Texas, dédié uniquement aux immigrants et dont 65% des résidents, y compris les enfants, sont des demandeurs d'asile venant directement des centres de détention.
D'ordinaire, un refuge pour sans-abri vous donne un certain temps, peut-être une nuit, une semaine, un mois. Ici, nous gardons les gens jusqu'à ce qu'ils obtiennent un logement sûr et sécurisé. Notre objectif est que ceux qui arrivent ici repartent avec un logement et un emploi garantis. Le centre aide gratuitement environ 300 personnes à se réinstaller aux États-Unis chaque année. Il possède 8 concessions réparties en habitations pour hommes, femmes seules et femmes avec enfants. Il y a 2 ans, nous avons rencontré Joyce et Steven, tous les deux originaires du Cameroun. À l'époque, Steven habitait avec les autres adultes et son épouse vivait dans l'un des hébergements réservés aux femmes avec enfants. Quand je suis arrivée ici, les assistantes sociales nous ont montré comment prendre rendez-vous par nous-mêmes, comment est la culture aux États-Unis. Elles nous ont parlé de différences entre la culture africaine et la culture américaine. La façon dont ils vous accueillent, la façon dont ils prennent soin de vous, comment ils se préoccupent. Ils viennent demander comment allez-vous, comment va votre bébé, comment vous vous sentez. Si vous avez des problèmes, vous discutez avec eux et ils trouvent une solution. Elles nous ont vraiment beaucoup appris et elles m'ont beaucoup aidée. La petite famille avait été séparée à son entrée à la frontière pendant 8 mois. Grâce à l'assistance de Casa Marinella, Joyce avait réussi à aider son mari à remporter sa demande d'asile devant le juge. Ici, tout ce que nous avons, c'est notre petite famille nucléaire. Être ensemble est très important. Il y a 2 ans déjà, la majorité des résidents de ce centre d'accueil pour immigrants venaient d'Afrique. Travailler à Casa, c'est un peu comme être au premier rang de ce qui se passe à la frontière. Il y a environ 10 ans, nous avons commencé à voir des gens venant d'Afrique. À l'heure actuelle, la majorité de nos résidents viennent d'Afrique. Face à la population grandissante dans les centres de détention, les responsables de Casa Marinella estiment qu'il y a une meilleure solution, celle de mettre en place des centres d'hébergement décents pour immigrants, le temps que leur admissibilité aux États-Unis soit déterminée. Pour eux, il n'y a aucune raison qu'un demandeur d'asile qui n'a jamais montré de signes de violence soit enchaîné ou mis en prison. Voilà donc un autre reportage d'Arzouma Compaoré. Arzouma, on peut considérer ces migrants qui ont réussi à entrer dans ces centres d'accueil comme étant parmi les plus chanceux, hein. Mais malgré cela, les conditions sont difficiles pour eux, n'est-ce pas? La recognition reste difficile parce que leur demande d'asile n'est pas encore, dans certains cas en tout cas, un peu dans l'incertitude. C'est toujours cette incertitude-là. Et puis, c'est aussi la lenteur en fait, du processus. Souvent, ça peut prendre entre 6 mois, 1 an. Il y en a qui attendent encore jusqu'à présent d'avoir leurs documents finalisés. Certains préfèrent même rester dans les centres d'accueil, dans les centres de détention, comme à Pearsall, où il y a une cour à l'intérieur et souvent, c'est plus rapide. Parce que si vous restez là-bas, vous rencontrez le juge, en 4 mois, vous pouvez soit effectivement obtenir votre asile ou être déporté. Mais ceux qui prennent l'option de rester sur place et de faire face au juge, en fait, souvent, ils s'en sortent beaucoup plus rapidement. Certains sortent des centres et puis ils doivent attendre. Et l'attente, c'est ça qui est assez pénible, en fait. D'accord. Alors, Mia Jacob, quel genre d'assistance l'ACLU peut offrir à ces migrants? Donc, l'ACLU, nous continuons la lutte contre la séparation de la famille. Nous continuons la lutte contre le reste au Mexique, la politique. Mais s'il y a un problème, on peut contacter des ONG à l'aide juridictionnelle, African Services Committee et African Communities Together. On marche avec eux et pour trouver des personnes qui ont besoin de l'aide et on continue à lutter contre le gouvernement dans les cours et en Washington avec le Congrès. Yes, d'accord. Claire Thomas, le débat est politique, mais il est aussi juridique. Pour l'administration Trump, il faut revoir le droit d'asile. Quelle est votre position là-dessus, Claire? Oui, il faut respecter la loi et les droits de l'homme aussi. En effet, le fait de demander asile,
c'est une partie de la loi aux États-Unis depuis longtemps, en fait. Et c'est que le gouvernement des États-Unis a commencé à refuser l'accès à l'asile il y a quelques années. Et suite à cette décision de refuser l'accès, c'est comme changer la loi sans, en fait, changer la loi. C'est de refuser les gens appliqués pour l'asile. Toutes ces choses ici au Mexique, comme la ligne d'attente, tout ça, qui a commencé au point d'entrée à la frontière, tout ça a changé la loi, mais c'est pas dans un changement légal. Tout ça, à mon avis, c'est illégal. C'est contre les lois internationales avec l'asile et c'est pas en accord avec les lois domestiques des États-Unis aussi. D'accord, Claire. Nous avons des téléspectateurs qui ont réagi sur la page Facebook de VOA Afrique. Nous avons d'abord Solomon Mungindu à Kinshasa qui estime que bien sûr que les Africains vont chercher la vie ailleurs. Ils sont tellement désespérés dans leur pays d'origine qu'ils vont tenter l'aventure en Europe ou en Amérique. Hassan Omar de Djibouti estime, lui, que Trump doit mettre en place une politique d'immigration basée sur la réalité en respectant le principe des États-Unis comme terre de liberté et d'accueil. Il n'y a pas de grandeur dans le rejet et l'isolement, selon donc Hassan Omar. On revient à vous, Arzouma. Ces migrants ont effectué un véritable parcours du combattant pour en arriver vraiment là. Quand vous leur parlez, quels sont leurs projets? Leur projet, c'est de s'installer. Hein. J'ai cet exemple de ce couple qui est arrivé à la frontière et 2 jours après, ils ont eu un bébé. Et le monsieur nous parlait presque les larmes dans les yeux. Il dit, il a un enfant américain. C'est pour dire que ce rêve, il est toujours réel. Beaucoup de gens voient toujours aux États-Unis, en fait, cette terre d'accueil-là, comme on l'a dit. Alors, il y a ça, mais aussi il y a le besoin en fait, cette illusion qu'ils doivent sortir de cette illusion, parce que beaucoup voient l'Amérique de loin. C'est les grands immeubles, c'est les voitures, c'est les dollars. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est que beaucoup n'ont pas conscience du tout de la réalité, en fait, de la vie américaine et des risques que cela encourt, même d'être ici. Est-ce que ça va leur demander ce que ça va leur coûter? Et la plupart est quand même préparée à affronter cela. D'accord. Alors, Claire, le département de la sécurité intérieure demande 1000 soldats supplémentaires pour aider ses agents à la frontière. Quelle est, selon vous, la meilleure approche? Est-ce une approche musclée, voter des lois plus dures, ou essayer de favoriser un peu le développement et la stabilité politique dans ces pays d'où viennent ces migrants? Claire? Je crois qu'on a... Ici, la garde nationale, c'est pour avoir un bon rapport avec le peuple du Mexique. C'est que il y a 6 mois, il y a un nouveau président ici au Mexique et que le fait d'entrer en accord avec les États-Unis, avec la garde nationale, c'est pour lui, c'est pour ce nouveau président. Et la garde nationale ici au Mexique a le pouvoir de demander les pièces d'identité, les visas, tout ça à n'importe qui. Alors, on est arrivé presque à la fin de l'émission. Mia, oui. en quelques secondes, ce débat sur l'immigration peut quand même exacerber des sentiments anti-immigrants. Comment devront-on aborder cette question? Il faut quand même que le public américain ait son mot à dire. En quelques secondes. Oui, donc le problème, c'est que la politique migratoire de cette administration est une politique de dissuasion. Donc, si on fait les conditions assez terribles, si le processus est assez impossible, si c'est assez dangereux de venir aux États-Unis, je pense que les migrants arrêteraient à venir, mais ça ne marche pas. Merci beaucoup, Mia. C'est la fin de ce débat. Merci à tous nos invités. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette édition sur notre site Internet et bien sûr, restez connectés sur la page Facebook. Clin d'œil à nos partenaires sur le continent, comme la RTI en Côte d'Ivoire et Golf TV au Bénin. Abdourahmane Dia à la présentation. Excellente suite des programmes. Au revoir.